Bonjour à tous. Je vous propose de débuter ce webinaire de la MDPH de Côte d'Or dédié à l'insertion professionnelle. Je suis Sophie Royer, je suis responsable du service droit et orientation qui comprend donc la maison départementale des personnes handicapées. Bienvenue à tous. Vous êtes inscrits nombreux et je vous en remercie. On a recensé à peu près entre 70 et 80 personnes de différents horizons, des membres de la Commission des droits et de l'autonomie, des institutions, du CCAS, la CEPAM, des collègues du conseil départemental, des associations. En tout cas, un grand merci pour votre présence et encore bienvenue. Ce webinaire d'une durée d'1 heure s'inscrit dans la volonté pour la MDPH de rendre plus clair son fonctionnement et d'accompagner au mieux ses partenaires et par conséquent les personnes dans la compréhension de notre fonctionnement, mais aussi des différentes décisions qui peuvent être notifiées. Ça s'est traduit cette année par plusieurs webinaires qui sont d'ailleurs toujours en ligne sur la chaîne YouTube du département de la Côte d'Or. Vous pouvez y retrouver la MDPH Comment ça marche, qui décrit la MDPH, ses circuits, les différentes prestations, bref, le fonctionnement général de la MDPH, mais aussi 1 heure pour tout savoir sur la communauté 360 qui est également en ligne. J'en profite pour vous dire que ce webinaire sera également enregistré et ensuite à disposition sur cette chaîne YouTube. Donc, s'il y a des collègues à vous que ça intéresse de visionner ce webinaire, n'hésitez pas à leur partager l'information. Aujourd'hui, nous nous voyons donc pour un focus sur un thème précis, donc l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Juste avant de débuter, je voulais vous partager quelques chiffres. La MDPH en 2020, ça a été environ 34 000 décisions et 11 000 dossiers déposés, chaque dossier pouvant générer plusieurs décisions. Au niveau de l'insertion professionnelle, en 2020, il y a eu 4 835 accords de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour 477 refus. C'est des chiffres qui sont à peu près stables depuis 2017. Et sur les décisions relatives aux différentes orientations professionnelles, on a connu une hausse de 5% en 2020 puisqu'il y en a eu exactement 5 299. Concernant le temps d'aujourd'hui, il va s'articuler autour de 4 présentations. Tout d'abord, on commencera par des grands principes généraux sur le dossier à la MDPH qui sera présenté par Sylvie Valk, qui est récemment arrivée dans l'équipe de la MDPH et qui est responsable de la cellule évaluation et d'accueil familial adulte. Ensuite, nous poursuivrons avec Hicham El Batouri, qui est le référent insertion professionnelle et qui nous présentera la FQTH et les différentes orientations professionnelles. Ensuite, Mélanie Lecomte d'Acosta, qui est responsable de la cellule instruction et coordinatrice de l'équipe pluridisciplinaire d'instruction ESAT, terminera sur les orientations vers le milieu protégé. S'en suivra ensuite un temps d'échange de type questions-réponses avec vous. J'en profite pour vous dire que pour le confort auditif de tous, les micros sont coupés, donc ne vous étonnez pas si vous voyez vos micros coupés. L'échange se fait comme habituellement via le chat. Donc, vous posez vos questions, c'est moi qui les réceptionne et soit les questions seront posées en cours de présentation, soit de toute façon, on les reprendra intégralement à la fin du webinaire pour vous apporter une réponse. Voilà, écoutez, merci pour votre présence, pour votre écoute et je cède la parole tout de suite à Sylvie Valk. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler brièvement du circuit d'un dossier à la MDPH et surtout de ce qui nous intéresse dans le cadre de l'orientation professionnelle. Donc le dossier, il est nécessairement déposé à la MDPH, soit par papier, soit sur la boîte mail générique de la MDPH. Et les personnes peuvent également se présenter les matins rue Joseph Tissot pour déposer leur dossier avec tous leurs documents. Et ce dossier doit impérativement comporter 4 éléments qui sont obligatoires. Donc, il y a la demande, donc sur un document CERFA, un certificat médical datant de moins d'1 an, un justificatif de domicile de moins de 3 mois et la copie d'une pièce d'identité. À ces 4 éléments obligatoires, vous pouvez aussi ajouter des pièces complémentaires. Et en ce qui concerne l'insertion professionnelle, tout ce qui peut nous intéresser, c'est-à-dire le parcours professionnel de demandeur, son CV, ses projets, s'il a déjà été accompagné. Et vous-même, si vous êtes en cours d'accompagnement, vous pouvez noter vos noms, vos coordonnées et on pourra vous contacter si besoin.
Ce dossier, il est donc préinstruit par des agents qui sont dédiés à cette préinstruction, qui vérifient la recevabilité de ce dossier. Et puis ensuite, ils sont vus par des agents instructeurs qui, eux, vont aller un petit peu analyser le dossier et puis les mettre dans le circuit de façon à ce qu'on puisse les étudier. Ces demandes seront donc ensuite adressées à des agents évaluateurs. Ces agents évaluateurs, ils sont de divers métiers. Il y a des médecins, des ergothérapeutes, référents insertion professionnelle, des infirmières. Et en fonction des demandes, les dossiers passeront par l'un seulement ou par plusieurs personnes de façon à avoir une évaluation la plus globale et la plus générale de la situation du demandeur. Une fois cette évaluation faite, les dossiers sont présentés et discutés en équipe pluridisciplinaire d'instruction, ce qu'on appelle les EPI, dans lesquels certains d'entre vous participent, et ces partenaires invités lors des EPI sont choisis en fonction du thème de chacune des EPI, de façon à avoir des professionnels experts sur le thème de l'EPI. Il existe 13 EPI à la MDPH. En ce qui nous concerne, nous, on va plutôt présenter nos dossiers autour de l'insertion professionnelle, soit dans l'EPI emploi, soit l'EPI maintien dans l'emploi. Ces deux EPI sont coordonnés par Hicham, ici présent. Ça peut être aussi dans l'emploi, dans l'EPI emploi psychiatrie ou dans l'EPI 16-25, et c'est moi qui coordonne ces EPI, ou pour finir dans les EPI ESAT, et là c'est Mélanie qui coordonne ces EPI spécifiques. Ensuite, une fois que l'EPI aura réfléchi à la meilleure orientation possible du demandeur en fonction des éléments que l'on a, et c'est pour ça que plus on en a, plus notre réponse sera adaptée à la situation de la personne. Donc, cette évaluation sera présentée en commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, donc la CDAPH. Cette CDAPH, elle est composée de personnel de l'État, du département, de l'éducation nationale, des organisations syndicales, de la sécurité sociale, des associations et de partenaires des ESMS. C'est cette commission qui prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont présentées. Et à l'issue de la commission, le demandeur reçoit ce qu'on appelle une notification. Elle est envoyée aux usagers et c'est la façon dont on les tient informés des décisions prises. Chaque décision fait l'objet d'une notification, ce qui explique quelquefois qu'il y a un nombre conséquent de documents parce que chaque allocation ou prestation est notifiée au demandeur. Voilà, en ce qui me concerne, je vais passer la parole à Hicham qui va plus, lui, vous parler de la reconnaissance de travailleurs handicapés. Merci Sylvie. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, un des droits évalués par la MDPH et décisionné par la CDAPH est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Alors, comme Sylvie l'a précisé, la demande peut se faire via le CERFA ou via le site mdphenligne.cnsa.fr. La personne pourra cocher la demande de reconnaissance qui se trouve sur la partie E, donc elle pourra demander la reconnaissance, mais la MDPH peut également évaluer, engager une procédure de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé dans le cadre d'une demande d'AH, allocation adulte handicapé, ou dans le cadre d'une demande d'orientation professionnelle. L'instruction, elle se fait par ce qu'on appelle les EPI, l'équipe pluridisciplinaire d'instruction. J'ouvre juste une petite parenthèse, on va utiliser pas mal d'acronymes. Je vous présente mes excuses d'avance, mais voilà, Sylvie ne dira pas le contraire.
Mais n'hésitez pas, enfin, je vais essayer d'expliciter, enfin, de préciser les acronymes à chaque fois, mais si j'oublie, n'hésitez pas à poser la question et les collègues aussi pourront me faire la remarque. Euh, alors, première chose très importante, le cadre légal. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, à l'image de toutes les autres prestations et des droits étudiés par la MDPH, se base sur des textes légaux, se base sur des référentiels établis par la CNSA. Alors, la CNSA, c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Voilà. Il y a une base à toutes les, il y a des bases et des référentiels à toutes les décisions. Donc, je reviens à la reconnaissance. Le cadre légal est défini par l'article 5213-1 du Code du travail. Donc, il est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir, donc les personnes en recherche d'emploi ou de conserver pour les salariés un emploi, sont effectivement réduites suite à une ou plusieurs altérations. La loi de 2005 a bien précisé les cinq fonctions, à savoir physique, sensorielle, les quatre, hein, physique, sensorielle, mentale ou psychique. La personne doit présenter une altération de fonction de plus d'1 an. C'est très important à savoir, et notamment pour les demandes de reconnaissance. Ce recul d'1 an se justifie pour voir est-ce qu'il y a des séquelles, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui va s'installer un peu dans le temps, ou est-ce que c'est quelque chose de provisoire? La personne, voilà, après une intervention chirurgicale, il y a une période de convalescence et je lui souhaite une guérison derrière. Ajoutons à ça la condition d'âge. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé peut être demandée à partir de l'âge de 16 ans, voire à partir de l'âge de 15 ans pour les mineurs qui sont en apprentissage sur dérogation de l'inspection académique. Alors, pour préciser un peu plus les choses, l'appréciation se fait en se basant sur 2 points essentiels, à savoir l'existence d'une ou plusieurs altérations, donc physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, et c'est très important, et les répercussions éventuelles de cette altération sur la capacité de la personne à obtenir un emploi ou à conserver son emploi. Ces 2 conditions sont cumulables, sont très importantes. On a eu plusieurs remarques, et notamment quand il s'agit de renouvellement de reconnaissance. Les usagers nous demandent, oui, ma situation médicale est toujours la même, vous m'avez accordé la reconnaissance la première fois et vous me la refusez. Il y a toujours un lien entre la situation médicale de la personne et son environnement socio-professionnel. D'où l'importance de tous les documents que les usagers, que vous, en tant que partenaire peut-être, vous pouvez nous adresser pour nous éclairer par rapport à ces 2 points, c'est-à-dire mettre en face, de l'altération, des altérations de la personne, tout l'environnement socio-professionnel. Alors, pour détailler, après, il y a la décision de la CDAPH. Donc, quand il y a un accord, donc l'accord, il est d'une durée de 1 à 10 ans. Et ça peut être également d'une durée illimitée quand l'altération est considérée comme définitive. Il n'y a pas de perspective d'évolution favorable. L'effet juridique de la décision d'accord de reconnaissance court à partir de la décision de la CDAPH. Alors, nous avons opté, au lieu de détailler un peu plus le traitement et les points d'évaluation, nous avons opté plus pour des illustrations pratiques. Voilà, ça permet d'être un peu plus clair, j'espère. Alors, la première illustration pratique, ça concerne Aurélie C. C'est une dame qui avait une reconnaissance
en qualité de travailleur handicapé. Elle avait un accord de 2013 jusqu'à 2016, puis de 2016 à 2021. En 2021, elle nous a fait une demande de renouvellement de sa reconnaissance. Elle a une altération physique, elle a une déficience viscérale qui nécessite une surveillance et un contrôle la journée. Alors, comme je vous le disais, on regarde systématiquement, les équipes de l'évaluation regardent systématiquement les répercussions sur l'environnement professionnel. Donc, cette dame, elle travaillait jusqu'à 2020 dans l'industrie pharmaceutique sur une chaîne de production. Mais depuis janvier 2021, elle occupe un emploi d'approvisionneuse. Et selon le retour de la médecine de travail, cette dame occupe plutôt un poste avec des tâches administratives, des horaires de jour. Le médecin de travail nous a précisé qu'il n'y a pas eu d'adaptation, il n'y a pas besoin d'adaptation également, qu'elle n'était pas en arrêt maladie, il n'y avait pas d'arrêt maladie répétitif. Et du coup, lors du passage en IPI maintien dans l'emploi, IPI constitué en plus de notre équipe médicale et du référent insertion professionnelle, composé également d'une assistante sociale de la CARSAT et d'une conseillère service ADE de Cap Emploi. Alors ADE, c'est accompagnement dans l'emploi, c'est ce qu'on appelait avant le SAMET. Alors nous avons proposé à la CDA un rejet de renouvellement de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé parce que les membres de cette IPI ont estimé que même si la personne entrait toujours dans le champ du handicap, il n'y a pas de répercussion directe sur son poste, il n'y a pas besoin d'aménagement, il n'y a pas besoin de compensation. Le deuxième exemple, il s'agit d'une personne pareille qui avait une reconnaissance entre 2015 et 2020, et du coup il s'agit d'une demande de renouvellement, un peu tardive, certes. La personne souffre d'une déficience motrice avec des douleurs au niveau du dos et des épaules, pour dire les choses de façon simple, de restrictions d'ordre physique. Alors, c'est une personne inscrite à Pôle emploi, demandeur d'emploi. Elle avait un brevet professionnel horticulture avec une expérience professionnelle dans l'hygiène et propreté. Elle avait bénéficié un temps d'un suivi Cap Emploi. Cap Emploi nous a fait un retour sur son suivi. Cap Emploi nous a informé que cette personne, elle avait plein de projets professionnels, il a changé régulièrement de projet professionnel, ce qui rendait son suivi difficile. Alors, vu la situation, la MDPH a demandé à ce qu'on appelle les POPS, les prestations d'orientation professionnelle spécialisées auprès de Pôle emploi. Les POPS, c'est un des outils dont dispose l'équipe d'évaluation de la MDPH pour avoir un peu plus d'informations et éclairer un peu les propositions que la MDPH soumettra à la CDAPH. Rapide présentation des POPS. Donc, comme je vous le disais, c'est un outil d'évaluation sur prescription unique de la MDPH. C'est pour des personnes avec des problématiques de reconversion, avec des difficultés d'insertion professionnelle importantes. Ça permet aux personnes également de mieux identifier ses compétences, ses connaissances, ses aptitudes avant de se projeter sur un nouveau projet professionnel. Ça permet à la personne de l'aider à restaurer son estime de soi. Le chômage est un cercle vicieux et pas mal d'usagers, pas mal de personnes perdent rapidement la confiance en soi et elles n'arrivent plus à se projeter, rendant tout le retour à l'emploi un peu plus difficile de ce qu'il est. Après le retour de la POPS, de la prestation d'orientation professionnelle spécialisée, ce dossier est passé en IPI emploi, composé en plus de notre équipe médicale, du référent insertion professionnelle,
d'un conseiller Cap Emploi Service AVE, accompagnement vers l'emploi, et un ou une psychologue de travail de Pôle emploi. Nous avons proposé à la CDA un renouvellement de la reconnaissance avec une orientation marché du travail. Alors, quand on demande cette POPS-là, on envisage déjà un accord de reconnaissance et la POPS nous permet de mieux cibler l'orientation professionnelle à proposer à la personne. Alors, une fois la reconnaissance accordée, enfin, on se demande parfois pourquoi demander cette reconnaissance, elle sert à quoi? D'autant plus qu'il n'y a pas d'avantage financier directement associé à cette reconnaissance. Mais comme vous allez voir, son intérêt est indéniable pour les personnes. La RQTH permet un suivi adapté par le SPE, le service public à l'emploi, donc Cap Emploi, mission locale ou Pôle emploi. Elle permet d'accéder à certains dispositifs spécifiques destinés exclusivement aux personnes reconnues travailleurs handicapés. Je cite à titre d'exemple des dispositifs de validation de projets professionnels comme Inclus Proformation. Je peux citer également un accompagnement spécifique de la boutique de gestion pour les personnes souhaitant se lancer dans la création d'entreprises. Et tous ces dispositifs spécifiques, elles viennent en complément des dispositifs de droit commun. Ce n'est pas parce qu'une personne est reconnue travailleur handicapé qu'elle est exclue du dispositif de droit commun, le contraire. La personne peut bénéficier de toutes les mesures incitatives d'accès à l'emploi et elles sont nombreuses pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Je cite à titre d'exemple l'éligibilité au PEC, Parcours Emploi Compétences, ce qu'on appelait avant les CAE. Le public reconnu travailleur handicapé a toujours été prioritaire pour ce type de dispositif avec une prise en charge un peu plus avantageuse. Ce public et les personnes reconnues travailleurs handicapés sont éligibles également à toutes les mesures SIAE, structure d'insertion par l'activité économique. Si on raisonne si on pense, je cite également les contrats en alternance. Peut-être que vous le savez, mais les personnes reconnues travailleurs handicapés n'ont pas de limite d'âge pour accéder au contrat d'apprentissage. Et il y a certaines primes d'insertion professionnelle liées directement à l'embauche des personnes reconnues travailleurs handicapés. Actuellement, il y a la MET, c'est l'aide à la mobilisation l'aide à la mobilisation pour l'emploi des travailleurs handicapés. En parallèle, la possibilité de mobiliser toutes les aides de l'AGFIP. Yeah. Pardon? l'AGFIP. L'AGFIP, merci. AGFIP, Association gestionnaire des fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Également, en parallèle, il y a toutes les aides, cette fois destinées aux personnes salariées, donc la possibilité de mobiliser l'équipe accompagnement dans l'emploi de Cap Emploi, pour objectif le maintien en emploi, la possibilité de mobiliser toutes les aides financières de l'AGFIP et du FIPHFP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. On va dire c'est la même chose que l'AGFIP, sauf que c'est spécifique à la fonction publique. L'aménagement cette reconnaissance permet et facilite les aménagements des conditions de travail en lien avec la médecine de travail. Et toujours en parlant de la médecine de travail, la reconnaissance permet une surveillance un peu spécifique des personnes reconnues travailleurs handicapés. Un délai de préavis plus long en cas de licenciement, dans la limite de 3 mois. Et un avantage très important, la majoration du CPF, du compte personnel de formation. Il y a une majoration de 300 € par an qui vient en complément des 500 €, limité à 8 000 € au lieu de 5 000 €.
C'est quelque chose qui peut faciliter les perspectives de financement de formation pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Qui dit reconnaissance en qualité de travailleur handicapé dit orientation professionnelle. Donc, il s'agit dans ce cas de définir le milieu de travail dans lequel la personne peut exercer son activité professionnelle, une activité bien entendu adaptée à ses capacités. Deux gros blocs d'orientation professionnelle, milieu de travail ordinaire ou protégé, plus une orientation vers une formation qu'on va détailler juste après, avant de vous préciser que l'ORP relève du libre choix de la personne. Une personne orientée vers le milieu protégé peut tout à fait travailler dans une entreprise dite classique, ou une personne qui a une orientation vers un centre de rééducation professionnelle, elle peut tout à fait ne pas suivre la formation en question et accéder directement à un emploi. Donc, ça relève vraiment du libre choix de la personne. Comme je vous le disais, trois types d'orientation, les CRP, CPO et les EUROS. On va revenir dessus juste après. Les ESAT et le marché de travail. Donc, ce sont les orientations qu'on voit sur la partie E du dossier MDPH. Le marché de travail appelé également le milieu ordinaire. Donc, c'est une orientation comme tous les autres salariés, mais avec une prise en compte, bien sûr, des restrictions médicales et en lien avec la médecine de travail. C'est une orientation vers les employeurs privés et publics, soumis ou pas à l'obligation d'emploi, et bien sûr, y compris les entreprises adaptées. C'est une orientation avec la possibilité de bénéficier de toutes les aides que j'ai citées tout à l'heure. Et nous avons en plus, la MDPH et la CDAPH a en plus la possibilité d'apporter des précisions supplémentaires, comme l'invitation de la personne à contacter son conseiller à l'emploi pour demander une PAS, une prestation d'appui spécifique, ou en l'invitant à se rapprocher de la CARSAT, de Cap Emploi. On peut inviter également une personne non inscrite à Pôle emploi à s'inscrire à Pôle emploi pour travailler un projet. Donc, on peut apporter des précisions supplémentaires. Nous avons choisi deux focus en lien avec le marché de travail. Le premier concerne les entreprises adaptées. Donc, une entreprise adaptée emploie une proportion minimale de 55% de personnes reconnues travailleurs handicapés, considérées comme éloignées du marché de travail. Elle propose un parcours d'accompagnement individualisé, mais ce n'est pas pour autant une structure médico-sociale, contrairement aux ESAT. Le recrutement, il peut se faire soit sur proposition du service public à l'emploi, donc Cap Emploi, mission locale ou Pôle emploi, ou directement par l'entreprise adaptée sous certaines conditions. Nous avons tenu à vous préciser l'expérimentation en cours entre 2018 jusqu'au 31 décembre 2022. Les entreprises adaptées peuvent proposer du travail temporaire, mais également les CDD de tremplin. Alors, en Côte d'Or, les entreprises adaptées côte d'Orienne, pour l'instant, n'ont choisi que l'expérimentation CDD tremplin. Et je vous ai présenté les différentes entreprises adaptées sur notre département. Donc, Promut, Dijon, Châtillon-sur-Seine, Semur, en Auxois, APF à l'Envie, en direct. C'est une toute petite entreprise adaptée basée à Dijon. L'entreprise adaptée viticole à Beaune et l'entreprise adaptée AGEF. Deuxième focus concerne le DEA, le dispositif d'emploi accompagné, qui a la spécificité de cumuler à la fois un accompagnement à l'insertion professionnelle, mais également un accompagnement médico-social.
C'est un accompagnement tout au long j'allais dire, un accompagnement aux besoins qui n'a pas de limitation de durée. Un accompagnement à l'accès, au maintien ou à l'évolution de la personne dans l'emploi. Euh, alors, il est plus spécifiquement destiné aux personnes avec des troubles psychiques ou des personnes avec des troubles de l'autisme, des troubles du spectre d'autisme. Euh, voilà, peuvent en bénéficier les personnes reconnues travailleurs handicapés, bien entendu. Donc, la reconnaissance dans ce cas de figure, c'est une condition sine qua non. Euh, mais avec l'objectif d'un emploi au milieu ordinaire. Peuvent en bénéficier également les travailleurs handicapés accueillis en ESAT, mais qui ont un projet d'insertion en milieu ordinaire. Il peut se mettre en place soit après décision de la CDAPH et depuis 2020 sur prescription du service public à l'emploi, donc Cap Emploi, Pôle Emploi et la mission locale. Les autres orientations possibles préconisées par la CDAPH, les CRP et les CPO, Centres de rééducation professionnelle et Centres de préorientation professionnelle, dont la dénomination a changé depuis le 1er janvier 2021, qui s'appelle maintenant ESRP, Établissement et Services de rééducation professionnelle, et ESPO. Alors, pour dire les choses de façon très simple, ce sont des centres de formation mais pour des personnes nécessitant un accompagnement médico-social. Alors, c'est une explication un peu très simpliste. Je présente mes excuses d'avance aux ESRP parce que leur mission se trouve être élargie depuis le 1er janvier 2021. Donc, l'orientation se fait par décision de la CDAPH. Les ESRP proposent des formations qualifiantes et dans certains cas, plus des remises à niveau ou des préparatoires pour certaines formations certifiantes. Les EUROS, le dernier de la liste, l'unité de réentraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle. Donc, c'est pour les personnes avec des lésions cérébrales acquises. Il s'agit ici d'un travail d'abord d'évaluation approfondie, évaluation des capacités et des séquelles après un traumatisme crânien, par exemple, puis un travail de réentraînement qui permet peut-être de récupérer au moins en partie les capacités de la personne avant d'engager un projet de validation de projet professionnel. Ce dispositif peut évaluer également les capacités de retour à l'emploi pour les personnes salariées. Et bien sûr, comme je vous le disais, c'est sur orientation de la CDAPH. Alors, dans notre département, c'est l'AFTC qui est chargé de ce dispositif. L'AFTC, c'est Association des familles des traumatisés crâniens et cérébrolésés. Je reviens rapidement sur quelques chiffres que Sophie a cités. Donc, il y a eu en 2020 91% d'accords. Comme vous voyez, le pourcentage d'accords est très important. On rejette les reconnaissances que la personne ne relève absolument pas de la reconnaissance. Et pour les orientations professionnelles, il y a eu une hausse de 5% avec 5299 décisions en 2020. Merci Hicham, c'était très précis, très complet. On voit à quel point le monde de l'insertion professionnelle est vaste, technique, par ce nombre d'acronymes, mais aussi de partenaires, de dispositifs. Ça demande vraiment une maîtrise très large de l'ensemble. Donc merci pour cette présentation. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. Je vais d'ailleurs en profiter pour en poser quelques-unes que j'ai lues durant la présentation. Et que je vais poser à Mélanie.
La structure à l'initiative des demandes n'est pas systématiquement destinataire des notifications. Cela génère une perte de temps de recherche. Effectivement, c'est le cas. La MDPH, nous sommes tenus d'envoyer les notifications à l'usager ou à son représentant légal. Nous sommes obligés de respecter la réglementation en la matière. Donc effectivement, les partenaires qui accompagnent les usagers à remplir des demandes ne sont pas destinataires. Je vous invite, moi, à contacter l'usager peut-être 4 ou 6 mois après le dépôt de la demande afin qu'il puisse vous faire un retour sur les notifications qu'il a reçues. Une autre question sur justement les notifications. Alors, ça fait écho à un webinaire qu'on avait fait aussi sur la présentation des nouvelles notifications à la MDPH parce qu'effectivement, désormais, chaque décision est notifiée séparément et une personne nous dit que cet envoi séparé complexifie les accompagnements et que les anciennes notifications permettaient d'avoir une lecture globale des droits en cours. Là encore, il nous a fallu nous mettre en conformité avec la réglementation nationale. Ce n'est pas une spécificité de la Côte d'Or, ces notifications, puisqu'aujourd'hui, toutes les MDPH de France fonctionnent ainsi, avec le nouveau logiciel. Une demande égale une notification. Ça permet à la personne de ne communiquer à un partenaire ou à une structure seulement le droit qu'il souhaite communiquer, et non plus, comme avant, l'ensemble des droits auxquels il a le droit à la MDPH. Cela permet de respecter ce principe pour l'usager. Voilà, ensuite, une demande donc d'avoir un glossaire de toutes les abréviations. C'est vrai que dans le monde de l'insertion professionnelle et du handicap cumulé, ça fait beaucoup d'abréviations. Donc, on vous enverra avec le PowerPoint un glossaire avec les abréviations que l'on utilise couramment à l'NDPH. Enfin, une question d'Amélia Baudot. Bonjour à tous, bonjour Hicham. Aujourd'hui, les candidats que l'on accompagne nous transmettent régulièrement une attestation de BOETH, et vous nous en direz plus sur cette abréviation, et non plus une RQTH. Quelle est la différence avec la RQTH? Donne-t-elle accès à tous les mêmes droits que la RQTH? Alors déjà, BOETH, ça veut dire bénéficiaire d'obligation d'emploi. Travailleurs handicapés. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que cette reconnaissance, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donne le statut de bénéficiaire d'obligation d'emploi, puisque dans la loi de 11 février 2005, on parle effectivement de bénéficiaire d'obligation d'emploi. La reconnaissance donne accès à ce statut au même titre que la pension d'invalidité, première, deuxième, troisième catégorie, au même titre qu'une rente accident de travail ou maladie professionnelle avec un taux supérieur ou égal à 10%. Donc, il y a différents statuts dans la reconnaissance qui donnent, il y a différents titres dans la reconnaissance qui donnent ce statut-là de bénéficiaire d'obligation d'emploi. Après, normalement, et c'est écrit, c'est noté noir sur blanc dans la partie E du dossier de demande, la reconnaissance équivaut aux autres statuts. Il reste certaines spécificités, comme Emilia l'a noté et notamment pour l'ASP, Agence et Services de paiement. Ce sont des spécificités assez précises. Emilia, moi je t'invite à te rapprocher plus de l'ASP. Je sais que tu penses à la question de la rémunération. Sinon, pour les PEC, Parcours Emploi Compétences, d'après mes infos, c'est la même chose. Et pour le CPF, d'après mes infos, c'est la même chose, puisque les textes de loi parlent de bénéficiaires d'obligation d'emploi. En fait, pour chaque titre ou pour chaque prestation demandée, il faut se référer au texte de loi, à l'arrêté qui précise, s'il précise bénéficiaire d'obligation d'emploi, les choses sont beaucoup plus simples, mais s'il précise uniquement personne disposant d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, là les choses deviennent un peu plus compliquées, un tout petit peu. Merci Hicham pour ces réponses. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser parce que je vous rappelle, on a 1 heure, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On va poursuivre tout de suite, cette fois avec les orientations professionnelles vers le milieu protégé avec Mélanie Lecomte d'Acosta.
Alors moi, je vous propose d'aborder donc les orientations professionnelles vers le milieu protégé. On parle de milieu protégé par opposition au milieu ordinaire de travail, donc tout ce que vous a décrit Hicham auparavant. Donc les orientations vers les milieux protégés correspondent finalement aux orientations que la MDPH fait vers les ESAT, les établissements et services d'accompagnement par le travail. J'en profite pour vous noter cette nouvelle appellation donc, qui est apparue cette année, en 2021. On parlait auparavant de services d'aide par le travail. Il y a une modification, on parle maintenant d'établissements et services d'accompagnement par le travail. Donc, ces ESAT sont des établissements qui accueillent des adultes dont la capacité de travail ne leur permet pas, soit momentanément ou soit de manière durable, de travailler en milieu ordinaire ni en entreprise adaptée. Ces ESAT ont finalement une double vocation. Ils permettent la mise au travail de la personne, mais également un soutien médico-social au quotidien. Les ESAT sont notamment pourvus de personnel d'encadrement d'activités de production, mais également de travailleurs sociaux qui permettent d'assurer les soutiens éducatifs des personnes. Alors, comment être admis aujourd'hui en ESAT? Donc, il est nécessaire d'obtenir une orientation de la CDAPH qui va produire une notification d'orientation vers un ESAT. La CDAPH va, elle, désigner un ESAT qu'elle estime le plus adapté. Donc, c'est pour ça que sur les notifications d'orientation apparaît un nom d'établissement qu'on a considéré comme étant le plus adapté par rapport au lieu d'habitation de la personne ou par rapport à son profil. Ce qu'il faut savoir, c'est que la notification d'ESAT, elle est valable auprès de tous les autres établissements ESAT du territoire national. Par exemple, si on notifie une personne auprès de l'ESAT Montbard de la Mutualité, mais qu'elle finalement préfère venir travailler à l'ESAT de Bézoat, libre à elle de faire les démarches d'admission, c'est tout à fait possible avec sa notification. L'âge d'entrée aujourd'hui en ESAT est fixé à 20 ans. Toutefois, il peut y avoir des dérogations et des entrées qui se font dès l'âge de 16 ans à titre exceptionnel. Alors, comment nous, on oriente en équipe pluridisciplinaire en ESAT? Comme on vous l'a présenté précédemment, on a différentes épis thématiques à la MDPH et donc les usagers pour lesquels on s'interroge sur l'orientation en milieu protégé sont vus en épi ESAT, à laquelle participent différents ESAT du territoire côte-d'Orient. Donc, sont orientées en ESAT les personnes qui présentent une capacité de travail limitée du fait d'une ou de plusieurs déficiences, mais des personnes qui ont également besoin d'un accompagnement qui soit éducatif, médical, social ou également psychologique, et des personnes qui ont besoin d'un rythme de travail adapté, mais également d'un environnement de travail adapté. Quel statut pour le travailleur ESAT? Une fois que la personne a pu être admise en ESAT, elle devient un usager d'un service médico-social et non pas un salarié. Effectivement, ce n'est pas le code du travail qui s'applique en ESAT, c'est le code de l'action sociale et des familles. Et donc, la personne n'a pas un contrat de travail, elle a un contrat de soutien et d'aide par le travail. Ce contrat lui permet le droit à une rémunération garantie. Donc, je vous passerai les détails techniques de calcul, mais la rémunération garantie est fixée entre 55% et 110% du SMIC horaire. Cette rémunération garantie, elle est cumulable avec l'AAH selon des plafonds qui sont fixés par la CAF. Donc, c'est bien la CAF qui va venir calculer le droit AAH de la personne par rapport à sa rémunération ESAT. Quelles sont les activités qui sont proposées par les ESAT sur notre territoire? Donc, il y a divers secteurs d'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout notre département est pourvu en ESAT. Du nord au sud, vous trouverez des ESAT sur tout notre territoire qui sont tenus par divers gestionnaires qui proposent diverses activités. On peut également travailler en blanchisserie, en espace vert ou dans le domaine viticole, plutôt du côté de Beaune. Il y a également des secteurs plus traditionnels comme le conditionnement, mais également le secteur de la restauration, avec des restaurants qui peuvent être ouverts au public, et également des activités de maraîchage, comme par exemple sur les ZAD de Bézoat. Donc ça, ce sont plutôt les secteurs traditionnels, mais il est également possible, lorsqu'un travailleur est en ESAT, qu'il soit mis à disposition auprès d'une structure du milieu ordinaire. C'est-à-dire, il est usager de l'ESAT,
mais son quotidien, c'est de travailler en milieu ordinaire. Il est mis à disposition via une convention. Donc, il peut être mis à disposition, par exemple, auprès d'une association ou d'une entreprise du secteur privé, mais également auprès d'une collectivité, comme par exemple une mairie en espace vert. Ces mises à disposition, elles ne sont pas possibles pour tout le monde. Il faut que la personne puisse être capable de travailler en milieu ordinaire. Elle permet pour la personne de développer sa capacité d'emploi, mais aussi de favoriser son épanouissement professionnel et son épanouissement personnel. Il est possible que, suite à des mises à disposition en ESAT, certaines personnes quittent l'ESAT puissent pour ensuite travailler en milieu ordinaire. Alors, un nouvel acronyme qui est apparu dans le cadre de ces orientations protégées, parce que ça ne serait pas drôle s'il n'y avait pas de nouveaux acronymes à la MDPH. Dans le cadre des orientations ESAT, vous avez peut-être entendu parler des MISP, les mises en situation professionnelle en ESAT. Donc, elles ont été créées en 2016, ces MISP, et elles permettent aux personnes, dans un cadre juridique fixé, de faire des périodes d'immersion en ESAT. Donc, elles permettent, par exemple, de venir compléter une évaluation de la MDPH ou de permettre à une personne d'aller découvrir le milieu protégé afin de savoir si c'est réellement son projet et si ça correspond à son envie. Alors, l'usager ne peut pas lui-même aujourd'hui être à la demande et à l'origine de la demande d'une MISP. Il faut passer par un prescripteur en Côte d'Or. Donc, en Côte d'Or, il y a 4 prescripteurs pour pouvoir réaliser une MISP dans un ESAT. Donc, son prescripteur, la mission locale pour les jeunes, Challenge Emploi et le pôle insertion de la mutualité. La MDPH peut elle aussi, lorsqu'elle évalue la demande en équipe pluridisciplinaire, s'interroger et prescrire une MISP pour la personne. C'est par exemple le cas pour des personnes où on s'interroge réellement sur leur capacité de travail. On n'est pas certain que même le rythme de travail en ESAT corresponde à la personne du fait de ses troubles. Dans ces cas-là, on va prescrire une MISP qui permettra à la personne d'aller faire un stage de 10 jours dans un ESAT. Nous aurons ensuite le bilan afin de savoir si ça s'est bien passé, si la personne s'est sentie bien dans l'équipe et elle, quel est son souhait, si aujourd'hui elle souhaite réellement aller travailler en ESAT. Pour information, en 2020, nous avons étudié 75 demandes de MISP à la MDPH et elles ont été validées. J'en ai terminé sur les orientations vers le milieu protégé. Merci Mélanie. Alors, une petite vue sur ce qu'il faut retenir, Hicham? Alors, 2 éléments que je voulais un peu revenir dessus et insister dessus. La reconnaissance, comme je vous le disais, elle fait le lien entre l'altération ou les altérations, mais également les répercussions de cette altération sur les capacités de la personne à obtenir ou à conserver un emploi. Si dans le cadre de votre activité, vous êtes amené à accompagner des usagers à constituer cette demande de reconnaissance, tout élément susceptible de nous d'éclairer les évaluateurs sur cette relation sont bons à prendre. Et notamment la partie D du dossier, le projet de vie de la personne. J'insiste beaucoup dessus parce que c'est ce qui permet de nous donner tous les éléments pour répondre à la demande de la personne. Deuxième point, l'évaluation, elle peut se faire sur la base du dossier de la personne, donc sur la base du certificat médical, de la partie D dont je vous ai parlé, mais également ici besoin via un des outils d'évaluation dont dispose la MDPH, comme les visites médicales à la MDPH par un des 2 médecins de la MDPH, les demandes de caution intellectuelle, les POPs que je vous ai présentés tout à l'heure, les MISP, voilà, on dispose d'un certain nombre d'outils qui nous permettent également d'affiner notre décision et d'affiner la réponse à apporter aux usagers. Merci Hicham. Alors, quelques questions maintenant que la présentation est terminée. Une question de Marie Hicham
Que répondre aux usagers concernant le droit de partir en retraite plutôt avec une RQTH? Alors, la question de la retraite, elle est tellement compliquée, on va dire, et même parfois des employés, enfin des personnes qui travaillent à la CARSAT, les assistantes sociales de la CARSAT, renvoient vers le service retraite de la CARSAT. Je vous présente mes excuses, je vais faire comme les assistantes sociales de la CARSAT. Je vous renvoie vers le service retraite de la CARSAT. La question elle est tellement compliquée avec pas mal de paramètres à prendre en considération, la durée de la reconnaissance, les taux dans les années 90. Voilà. Je préfère ne pas entrer dans les détails de cette question. Une question de la Milo. Peut-on avoir un listing des différents ESAT et les activités qu'ils proposent et si l'hébergement est possible? Alors, je vais répondre peut-être sous couvert de Mélanie Lecomte d'Acosta, mais normalement, vous devez retrouver toutes ces informations-là sous l'annuaire Via Trajectoire. Donc, vous allez sur le site internet Via Trajectoire, vous cliquez sur l'annuaire sur la partie handicap médico-social et vous retrouverez l'ensemble des différents ESAT et les ESAT ont rempli leurs activités et ils font de l'hébergement. C'est valable pour les ESAT, mais également pour l'ensemble des établissements et services médico-sociaux de la Côte d'Or. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur le site Via Trajectoire. Je vais vous écrire le nom Via Trajectoire sur le chat. Une question de Vanessa Mélanie. Si la personne change de département, elle doit-elle déposer une nouvelle demande d'orientation en ESAT? Alors non, si sa notification d'orientation est toujours valable, il n'est pas nécessaire qu'elle redépose un dossier à la MDPH, mais elle devra contacter un nouvel ESAT auprès du nouvel département pour pouvoir candidater. Merci, merci Mélanie. Une remarque de Monsieur Vidiani qui, sur la vue par rapport aux images, il n'a pas pu saisir forcément toutes les images. Il a repéré le maraîchage, la blanchisserie, mais par contre, alors qu'y a-t-il? Je crois qu'il y a du conditionnement urbain en bas et en haut de la restauration, restauration, maraîchage, blanchisserie et puis espace vert. Normalement, vous avez tout, Monsieur Vignani. Une question donc de Nathalie Beurier. Pouvez-vous me confirmer que le SAMET ne s'occupe que du secteur privé? Je les ai sollicités pour un aménagement de poste, mais ceux-ci ont refusé. Donc, c'est quelqu'un qui est sur une commune. Alors là, non, Cap Emploi intervient également dans le public. Par contre, pour les communes dépendantes du CDG, c'est le centre de gestion, voilà. Il faut saisir d'abord le centre de gestion. Mais sinon, oui, Cap Emploi peut intervenir dans la fonction publique. Ils interviennent dans l'éducation nationale, par exemple, dans la fonction hospitalière. Mais parfois, dans certains cas, et notamment pour les communes, c'est le CDG à solliciter en premier. Merci Hicham. Une question. Pourrait-on avoir les coordonnées mail de la référente des MISP à la MDPH? Alors, je suis pour le moment la référente des MISP. Donc, vous pouvez me contacter via l'adresse mail générique qui s'affiche, mdph@côtedor.fr. Les mails me seront directement redirigés. Et donc, je suis Madame Lecomte d'Acosta, Mélanie. Merci Mélanie. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas, c'est le moment parce qu'on va bientôt terminer ce webinaire d'1 heure. On est à 4 minutes près, pile dans les temps. Donc j'en profite pour rappeler quelques points clés. L'accueil physique, il est ouvert tous les matins au 1 rue Joseph Tissot de 8h30 à 12h30. Un numéro vert sur la journée, une adresse mail que vous a rappelé donc Mélanie, mdph@côtedor.fr, c'est vraiment une porte d'entrée qui permet ensuite de diriger vos demandes sur les bonnes personnes. Le site internet mdph21.fr et on se permet aussi de rappeler la possibilité de déposer votre demande en ligne et non pas en papier sur l'adresse mail qui est donc en bas de cette vue de PowerPoint. Je vois qu'il y a des questions.
Lamilo nous demande, est-ce que l'UDIP, donc l'Union départementale pour l'insertion professionnelle, est-ce que l'UDIP existe toujours? Que peut-il exister pour accompagner un jeune vers l'ESAT? Donc oui, déjà, l'UDIP existe toujours. La convention va être renouvelée en 2022. Donc, que peut-il exister pour accompagner un jeune vers l'ESAT? Mélanie, Sylvie? Alors, par rapport aux jeunes, déjà, il y a l'accompagnement via le service public de l'emploi, donc la mission locale. Ils sont bien placés pour le savoir, pour affiner déjà le projet du jeune. Et puis ensuite, les MISP peuvent être mises en place pour les jeunes 16-25 ans. Alors, pour les plus jeunes, les moins de 20 ans, c'est plus exceptionnel parce qu'on va plutôt essayer de les orienter plus sur un projet de formation avant d'envisager une orientation ESAT. Mais la MISP est possible pour les jeunes aussi. Merci Sylvie. Eh bien, écoutez, si une question, une précision de la Milo, je parlais surtout des jeunes qui sont réfractaires à l'ESAT avec l'orientation professionnelle posée. Donc effectivement, l'UDIP peut s'envisager dans certains cas pour accompagner la personne vers une admission en ESAT. Voilà, très bien. Mais écoutez, là, je ne vois pas de nouvelles questions qui apparaissent sur mon écran. Donc, j'en profite pour vous dire un grand merci. Vous redire aussi qu'on va poursuivre cette dynamique de webinaire et le prochain sera certainement dédié à la prestation de compensation du handicap, qui est elle aussi une prestation pas forcément simple à appréhender et très technique. Donc, on fera ça certainement en début d'année 2022. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin d'année, peut-être on peut dire tout de suite de belles fêtes de fin d'année, de Noël, et à très bientôt en 2022. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Merci, au revoir.